Haïr, c'est tuer virtuellement. Détruire en intention, supprimer le droit de vivre. Haïr quelqu'un, c'est ressentir de l'irritation du seul fait de son existence, c'est vouloir sa disparition radicale. La haine sécrète un suc virulent et corrosif. La haine est annulation et assassinat virtuel, non pas un assassinat qui se fait d'un coup. Haïr, c'est assassiner sans relâche, effacer l'être haï de l'existence. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de Marion, 13 ans pour toujours. Il s'agit d'un roman de Nora Fraisse publié en 2015. Le 13 février 2013, Marion a l'air d'être malade et sa mère, Nora Fraisse, ne l'envoie pas au collège. Sa mère laisse sa fille quelques instants seule à la maison car il faut qu'elle parte au tri et qu'elle aille donner des vêtements à une de ses amies. Elle part avec ses 2 autres enfants et elle est invitée à manger chez cette amie. Quand Nora appelle sa fille et que celle-ci ne répond pas, elle s'inquiète et elle décide de retourner à la maison pour savoir ce qu'il se passe. Elle retrouve sa fille pendue à un foulard. Elle effectue sur elle les premiers soins, mais après sa prise en charge par les pompiers, elle décède rapidement. Nora se questionne sur la mort de sa fille, car celle-ci ne lui semblait pas malheureuse. Elle pense un instant que la cause est peut-être son copain Romain, mais elle se détourne rapidement de cette idée. Les parents de Marion veulent avoir les raisons de son suicide. Ils fouillent la chambre de la jeune fille et ils trouvent 2 carnets de correspondance. Dans le carnet caché à ses parents, il y a beaucoup de remarques négatives de la part des professeurs. Ceci semble étrange car Marion a eu un excellent premier trimestre avec de bonnes notes et de bonnes appréciations des professeurs. Les parents passent le code PIN du portable de Marion aux gendarmes. Le portable de Marion a été retrouvé accroché à la mezzanine. Grâce à un journal, les parents apprennent qu'elle s'est suicidée car elle était harcelée à son collège. Elle aurait aussi écrit une lettre dans laquelle elle dénonçait certaines personnes. Nora dénonce la politique de l'autruche de la part des adultes, que ce soit les surveillants, les professeurs ou le proviseur, qui n'ont pas pu ne pas voir que sa fille était harcelée et qui n'ont rien fait. Le père va chercher les affaires de sa fille au collège. La directrice adjointe d'académie est là, mais elle ne parle pas au père, elle préfère accorder son temps à une interview. Après avoir contacté les gendarmes, les parents de Marion récupèrent la lettre laissée. Il y en a en fait 2. Une des lettres est à destination de ses camarades. Elle leur fait des reproches et elle donne des noms. Dans l'autre lettre, elle indique les bons moments passés avec ses camarades et la feuille est restée blanche. Nora repense aux 3000 SMS envoyés en 1 mois à partir du portable de sa fille. Quand elle avait demandé à sa fille de regarder le contenu des messages, elle s'est rendue compte qu'il s'agissait de SMS pornographiques ou violents. À la gendarmerie, on demande à ses parents si Marion avait un compte Facebook. Les parents portent plainte contre le collège et les élèves qui ont conduit leur fille au suicide. En allant sur la boîte mail de sa fille, Nora trouve qu'elle avait un compte Facebook. Beaucoup de messages ont été effacés, mais elle s'aperçoit de la méchanceté dans les débuts des notifications de messages. L'affaire est très médiatisée et les parents doivent faire face à l'afflux des journalistes. Ils sont obligés de préparer les obsèques en cachette. Personne au collège n'a cherché à les joindre pour assister aux obsèques ou rendre au moins un hommage à Marion. Nora apprend que le proviseur a tout fait pour décourager les élèves et le personnel de cette école à joindre la famille Fraisse. Le proviseur fait courir le bruit que Marion se serait suicidée à cause de sa famille. Nora, en voyant que sa fille n'était pas bien dans sa classe, avait demandé à ce que sa fille soit transférée de classe, mais rien n'a été fait. Elle adresse des lettres au président et au ministre de l'Éducation nationale. Nora en veut aux enfants et aussi aux adultes, car chacun savait et personne n'a fait quelque chose pour aider sa fille, et personne ne l'a mise au courant des problèmes que Marion rencontrait à l'école alors qu'elle avait demandé à être prévenue en cas de problème. La vie au collège continue comme s'il ne s'était rien passé, les harceleurs ne sont pas punis. Elle téléphone au professeur de sport qui était le professeur principal de sa fille. Celui-ci se tait face aux questions de la mère. Dans un square, elle pose des questions aux camarades de sa fille, mais une femme lui reproche de poser des questions et de chercher à comprendre. Une autre mère vient la voir pour savoir si le nom de sa fille, Chloé, était dans la lettre. La plupart des gens lui reprochent sa colère et lui tournent le dos.
Le conseil municipal décide de ne pas accabler le collège. Le principal ne veut pas donner à la famille le dernier bulletin scolaire en main propre. La famille y arrive finalement après maintes démarches, mais lors du rendez-vous, il y a peu de réponses et beaucoup de reproches. Un jour, au cimetière, Nora reconnaît le père de Romain. Elle apprend qu'il vient régulièrement avec son fils apporter des roses. Romain a peur des représailles et il est en même temps en proie à la culpabilité. Il avoue tout de même des événements à Nora que sa fille lui avait cachés. C'est la jalousie qui aurait poussé les autres élèves à harceler. Elle aurait été maltraitée en raison de ses bonnes notes en classe. Sa classe était connue pour être la pire du collège. Manon avait du mal à y travailler et quand elle demandait le silence, elle se faisait huer. Nora se plaint des élèves qui font passer la mode, les sacs Longchamp, les iPads, la popularité avant les cours du collège. Marion se faisait tout d'abord agresser par les enfants perturbateurs, dont quelques-uns ont été exclus du collège, puis elle a été agressée par des membres qui appartenaient à son cercle d'amis. Elle ne se rendait plus en classe que pour Romain. Nora apprend les mauvais traitements que sa fille a subis, comme des coups de compas, des menaces, des insultes, des chaussures balancées, des choses étranges dans les vestiaires, des attouchements. Marion avait peur de retourner au collège. Elle a appelé sa mère pour lui dire qu'elle n'était pas bien et quelqu'un est venu la récupérer. Une fois rentrée chez elle, elle a reçu sans cesse des messages et des appels. L'enquête traîne, peu de travail a été fait et le dossier a peu d'éléments. On amène les parents à envisager le fait que cette affaire soit classée. Cette affaire dérange car elle remet en cause des enfants, leurs parents ainsi que l'éducation nationale. Grâce à la plainte avec constitution civile, les parents ont accès au dossier. Ils apprennent que la veille du décès, on aurait conseillé à Marion d'aller se pendre. Nora rencontre par hasard un des anciens professeurs de sa fille. Elle apprend que certains professeurs ont écrit des courriers pour Marion qui ont été remis au principal. La famille n'en a jamais vu la couleur. Ce professeur accepte un temps de témoigner des violences envers Marion, puis il change d'avis car il a peur pour l'avancement de sa carrière. Un jour, en allant chercher des fleurs, Nora retrouve la clique des harceleurs de sa fille qui vivent comme ils vivaient auparavant. Ces adolescents reprochent à Nora de se trouver là et ils menacent d'appeler les gendarmes. Nora ressent de la culpabilité. Elle se demande pourquoi Marion n'a pas parlé à ses parents. Peu avant son décès, Marion a fait un tour sur Internet pour savoir comment se suicider. Sa mère comprend que le suicide n'a pas blessé les agresseurs, mais qu'il a durement touché la famille. Une ancienne élève discute avec une élève présente dans la classe de Marion. Grâce à ce qu'elle rapporte à Nora, la mère apprend ce qu'a été les derniers jours pour sa fille. Marion aurait traité une fille de bolos, ce dont doute Nora, et cela aurait été le début d'une plus grande animosité envers Marion. Dans un premier temps, Nora se plaint du déferlement médiatique, puis elle accepte d'apparaître dans des émissions pour lutter contre l'oubli de sa fille et pour faire passer un message universel. Un des aspects positifs de la médiatisation est l'avancée du dossier judiciaire. Le principal aurait demandé une protection judiciaire à l'Éducation nationale contre la détractrice. Grâce à une lettre anonyme, elle apprend que le principal se plaint à l'Éducation nationale de l'attitude que Nora a dans les médias. Il se plaint du fait qu'elle harcèle des personnes pour avoir des informations. Nora reçoit plusieurs demandes pour écrire un livre de la part de maisons d'édition. Elle parle de diverses chansons qui parlent du harcèlement comme Petite Émilie de Kinvey ou College Boy d'Indochine. Elle remarque que la prévention faite dans les établissements est peu nombreuse et que, lorsqu'elle est faite, elle est mal faite et elle n'entre pas dans la tête des élèves. La prévention est peu efficace. Elle rappelle également des chiffres. 10% des élèves seraient harcelés en milieu scolaire. Elle se plaint du fait que les harceleurs n'aient aucune sanction et que c'est à l'élève harcelé de changer d'établissement. Elle est contente des avancées dans le domaine, mais elle voudrait qu'elles aillent plus loin, comme le fait de considérer l'harcèlement scolaire comme un délit. Elle aimerait que des sanctions existent pour ceux qui la pratiquent. Elle propose diverses solutions pour diminuer l'harcèlement à l'école. Elle remet, une fois de plus, en cause les valeurs du collège, où le fait d'être populaire, d'avoir un compte Facebook, compte plus que d'avoir de bonnes notes. La plupart des adultes ramènent ces affaires de harcèlement à des gamineries. C'est irresponsable. Dans ces cas tragiques, il ne s'agit pas de bagarres ordinaires de la cour de récré. Souvent, il y a un effet de meute. Personne n'entend, on tourne la tête. Les enfants harcelés par leur père se retrouvent réduits au silence, étouffés. Le mot d'ordre véhiculé par ces petites bandes est simple. Si tu parles, t'es une balance. On se croirait dans la mafia.
Les victimes se taisent. Si elles osent parler, elles se retrouvent isolées. La meute se déchaîne avec un sentiment de totale impunité. Chacun se sent protégé par le groupe, solidaire dans la cruauté. Ensemble, ils sont forts. Ils pourchassent leur proie dans les recoins du collège, jusque dans son intimité, jusqu'à sa chambre, jusqu'à son lit, via les réseaux sociaux. Cela ne s'arrête jamais, jamais, jamais. Si l'un des élèves se lasse, un autre reprend le flambeau. Ils sont 2, ils sont 4. Et toi, qui subis les brimades, tu éprouves une sensation de honte. Comme les enfants ou les femmes battues qui se replient sur leur humiliation en attendant que ça passe, et se couvrent la tête de cendres. Oui, c'est ma faute, j'ai apporté le sel trop tard, oui. Mais là, j'avais quand même peut-être un peu mérité d'être punie. Un jour, on reproche à ces femmes. Pourquoi n'êtes-vous pas partis? Pourquoi n'avez-vous rien dit? Ce n'est pas si simple de rompre, avec un homme comme avec un groupe. Se laisser insulter, c'est encore appartenir. Un lien toxique, mais un lien. Un jour, on finit par en mourir. Oui, je fais une corrélation avec les femmes battues pour repenser la prévention. Je sais qu'il y a des centres d'accueil pour ces femmes, mais je ne suis pas sûre que, demain, si j'étais battue, j'irais là-bas. Il faut un courage immense pour aller raconter ce qu'on vit si douloureusement. Et après, que se passe-t-il? Un rappel à la loi? Et toi, tu retournes à la maison, et ton mari sait que tu as porté plainte, alors il te frappe encore plus fort, en te menaçant de mort. Derrière le harcèlement aussi, on retrouve souvent des menaces de mort en huis clos, des menaces pour rire, comme on dit, pour se défouler. Mais parfois, tu le sais, toi, Marion, la mort est réellement au bout. Quand on est intelligente comme toi, on prend la vie au sérieux, ses bonheurs, mais également ses menaces de malheur. La prévention ne suffit pas, mais elle est nécessaire. Aujourd'hui, les campagnes qu'on destine aux enfants servent essentiellement à se donner bonne conscience. On colle 1 heure les élèves devant les vidéos, on suscite un mini-débat, et chacun rentre chez soi. On ne pénètre pas dans le vif du sujet, on ne demande pas « Et vous, avez-vous subi du harcèlement ?» Tu t'imagines lever la main devant tout le monde en gémissant « Oui, moi, j'en ai bavé ». Un jour, j'ai mis la main sur ce livre de philosophie de José Ortega y Gasset. Je ne le cherchais pas spécialement, c'était le simple fruit du hasard. Je l'ai feuilleté et je suis tombée sur ces mots. Haïr, c'est tuer virtuellement, détruire en intention, supprimer le droit de vivre. Haïr quelqu'un, c'est ressentir de l'irritation du seul fait de son existence, c'est vouloir sa disparition radicale. La haine est annulation et assassinat virtuel, non pas un assassinat qui se fait d'un coup. Haïr, c'est assassiner sans relâche, effacer l'être haï de l'existence. En lisant ces phrases, je me suis dit que c'était de cela dont je souffrais depuis tant d'années. Et tout ça sans le savoir, sans savoir ce mot. C'était donc de la haine. Je n'aurais jamais employé un mot aussi fort pour moi-même. J'aurais dit enfantillage, chamaillerie, gaminerie. Mais ces mots correspondent tout à fait. Sincèrement, je ne m'en étais jamais rendu compte. Une haine, tout de même. On m'aurait donc haï tout ce temps sans que je me sois rendu compte. Pourtant, face à ces mots qui sont le reflet exact de ma situation et ces phrases qui y sont accolées, je suis bien obligée de dire que j'ai été haï durant toutes ces années. Et moi qui croyais que l'on ne pouvait haïr quelqu'un seulement en fonction de raisons fondées, telles que la rancune, la jalousie ou encore la vengeance. Je ne savais pas que l'on pouvait haïr quelqu'un, comme ça, pour rien, sans aucune raison particulière, que certaines personnes avaient ce besoin d'haïr quelqu'un de cette façon, sans raison, qu'elles ne pouvaient pas vivre sans haine, que c'était leur vecteur de vie, que ma moindre existence allait déclencher en eux de la haine, que mon souffle, que ma simple présence était encore de trop pour eux. Le soleil se couchait de plus en plus tôt, et plus il le faisait, plus cela annonçait pour moi le temps des douleurs, la date où il fallait que je retourne là-bas pour me faire du mal, puisque c'était obligatoire. Je savais que dans peu de jours, ça allait être de nouveau mon tour. Je n'étais pas dans l'ignorance que tout le monde allait se mettre à me haïr, juste parce qu'un leader allait me haïr. La haine est très contagieuse. Pour lui, m'ignorer n'aurait pas été assez, me faire du mal n'aurait pas été non plus assez. Le haineux n'aime pas travailler seul. C'est pour cela qu'il emploie autant de monde que la possibilité lui permet. Il aurait fallu que tout le monde me haïsse, me rendant la vie ainsi encore plus pénible et m'offrant aucun échappatoire. Le leader aurait eu besoin de démonstrations publiques de ma souffrance et de sa puissance sur moi. Il aurait montré aux autres que je n'avais plus de résistance, que ma solitude était telle que je ne pouvais plus me défendre et que personne ne m'aurait défendu. En conséquence, les autres s'y seraient mis aussi, pour grandir socialement. En effet, chaque attaque aurait été une bonification pour eux, pour avoir plus d'amis, pour être reconnus socialement, ou encore pour se faire respecter.
Enfin, il y aurait eu les autres. Passifs, ils m'auraient ignoré, ne me venant pas en aide. Ils ne m'auraient pas parlé et m'auraient méprisé. Ils ne s'en auraient pas pris à moi, mais en regardant, ils auraient montré qu'ils étaient d'accord avec ce qui se déroulait sous leurs yeux. Ce sont ceux qui ne m'auraient jamais approché et qui, quand le hasard m'aurait fait se rapprocher d'eux, se seraient alors serrés les uns contre les autres pour être le plus loin possible de moi. Le temps a défilé, puis le jour a fini par arriver. Je n'avais pas envie d'y aller, mais il le fallait. Cette obligation, ce sont les autres qui me l'ont imposée. L'opinion publique que l'on a de vous dicte vos actions. Elle dit que l'on n'a pas le droit de ne rien faire. Elle dit que l'on n'a pas le droit de vivre tout seul chez soi. Elle dit que l'on n'a pas le droit de ne pas voir des gens. Si l'on va contre ces lois, l'on passe pour un fou, pour un enragé de la vie. Le système veut qu'à tel moment de notre vie, qu'à tel âge, nous fassions ça, ça et ça. Nous n'avons pas le droit de ne pas le faire, ni même le droit de le faire en retard. Par conséquent, j'ai obéi au système. Ce matin-là, je me suis levée avec cette certitude que ça allait arriver encore, comme pour les autres années. Mon esprit a voulu faire demi-tour, mais mon corps, guidé par les impératifs sociaux, avança. Il me semble que ce jour-là, mon âme est restée à la maison. Je suis rentrée dans ma voiture. Le moteur se mit à ronronner de plaisir et mon cœur a cogné de mécontentement.